Bonjour à tous, ravi d'être au Havre avec vous aujourd'hui pour partager un sujet qui est un sujet vaste, qui est un sujet complexe, transition énergétique et smart cities. Donc c'est toujours pas la combinaison gagnante du loto. Ces quelques chiffres, je voulais les partager avec vous parce qu'ils sont assez emblématiques. 2, c'est le pourcentage de la surface de notre planète qui est couverte aujourd'hui par des villes. 50, ce chiffre a déjà été cité par Jean-Louis Chaussade, c'est le pourcentage des humains qui vivent aujourd'hui dans les villes. Et on sait que ce chiffre va croître dans les 10-15 années qui viennent. 75, c'est le pourcentage de la consommation énergétique mondiale qui est réalisée par nos villes. Et enfin, 80, c'est le pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre par ces mêmes villes. Par ces quelques chiffres très généraux et sûrement en grande partie connus de vous, je voulais en fait tout simplement camper le décor et vous montrer d'emblée que la ville est bien au cœur de la transition énergétique, que la question de la transition énergétique, elle se résoudra avec les villes. Quand on parle de transition énergétique, on peut avoir plusieurs définitions. Moi, je voulais vous faire partager la mienne. Pour moi, la transition énergétique, c'est la rencontre de 3 grandes tendances qui sont aujourd'hui à l'œuvre. La première, c'est la coexistence de façon croissante de systèmes centralisés et décentralisés, notamment dans la production d'énergie. L'Agence internationale pour l'énergie nous dit par exemple que d'ici 2030, la production décentralisée d'énergie devrait atteindre près de 80%. Aujourd'hui, la production centralisée d'énergie est de 80%, donc elle sera destinée à décroître de façon extrêmement importante dans les quelques années qui viennent. Deuxième grande tendance, la tendance croissante des collectivités locales, des autorités publiques, quel que soit d'ailleurs leur nom dans le monde, à se saisir de la stratégie énergétique. D'ailleurs, pas que les autorités publiques, mais nos concitoyens, nous-mêmes en tant que citoyens, à vouloir être de plus en plus maîtres de notre consommation énergétique. Cette tendance, elle est lourde, elle a été encore illustrée d'ailleurs tout récemment à Paris, où il y a eu une grande déclaration en mars dernier des maires des grandes villes de l'Union européenne, des 28 États membres, qui, à l'échelle des grandes villes de l'Union européenne, s'engagent à, d'ici 2030, faire décroître de près de 40% l'émission de gaz à effet de serre. Ces grandes villes donc s'organisent, elles mettent en place des plans très opérationnels pour ce faire, au-delà même et sans attendre en réalité les engagements des États. Troisième grande tendance, les renouvelables. Les renouvelables, c'est pas nouveau, mais on voit que les technologies évoluent extrêmement vite et surtout le modèle économique, les prix de renouvelables évoluent très vite. Et ce troisième élément est un élément important sur lequel j'aimerais vous donner 2-3 éléments supplémentaires. Au-delà des chiffres qui n'ont pas grande importance, je voulais simplement vous montrer par ces 2 courbes la tendance qui est à l'œuvre. Dans les 8 dernières années, le prix des panneaux photovoltaïques que l'on peut mettre sur les maisons ou organiser en grands champs de panneaux photovoltaïques a été divisé par 4. Et cette tendance continue. De la même manière, les systèmes de stockage de cette énergie solaire, là par des piles au lithium en l'occurrence, eh bien, a été divisé par 2 dans les 5 dernières années et sera probablement divisé par 2 dans les 5 prochaines années. Donc on voit bien que cette source d'énergie verte, là j'ai pris l'exemple du photovoltaïque, j'aurais pu prendre d'autres exemples, permet d'envisager différemment la transition énergétique, notamment dans nos villes. Alors vous allez me dire, finalement, pourquoi parler de transition énergétique et smart cities? Quel est le lien? De mon point de vue, la Smart Cities, il y a eu des tentatives de définition auxquelles j'adhère tout à fait par mes prédécesseurs. La Smart Cities, c'est finalement la rencontre, la convergence au sein de la ville des 3 tendances de la transition énergétique que je développais rapidement il y a un instant. Quelle que soit la définition qu'on prenne, vous avez 2 exemples à l'écran de définition, une qui vient de l'Union européenne et l'autre du groupe Engie, ex-GDF Suez, groupe auquel j'appartiens. Ce dont on s'aperçoit, c'est que la Smart City, ou ville de demain, elle prend en compte la transition énergétique. Et bien sûr, quand on parle de Smart Cities, on va au-delà des questions uniquement d'énergie. Quand on parle de Smart City, on parle d'éclairage intelligent, on parle de sécurité intelligente, on parle de santé intelligente, de mobilité intelligente ou mobilité verte. Bref,
d'un ensemble de nouveaux services aux citoyens, aux usagers, qui se développent grâce à la digitalisation, au boom des nouvelles technologies, qui permet d'envisager des nouveaux usages et qui permet non seulement des nouveaux usages, mais aussi une nouvelle gouvernance. Ce point a été évoqué par certains de mes prédécesseurs, j'y reviendrai pas trop, mais on comprend bien et on le voit partout dans le monde, c'est vrai en Europe, c'est vrai en Amérique du Nord tout particulièrement, le citoyen veut participer directement à la vie de sa cité, interagir et être force de proposition. La Smart Cities, c'est ça. La Smart Cities, on en entend beaucoup parler, et c'est vrai que dans les images que l'on peut trouver sur Google, on a souvent cette vision très futuriste de la ville intelligente, de la ville de demain. Dans le groupe Engie que je représente, on a une conception des choses beaucoup plus concrète, si j'ose dire. Et moi, je considère que la Smart City, c'est pas une chimère, c'est pas de la science-fiction. La Smart City, elle est déjà en train de se construire, et elle se bâtit entre élus, entre entreprises et entre citoyens. C'est bien ce monde tripolaire qui l'a construit. Je vous ai pris quelques exemples ici pour vous montrer des réalisations qui viennent de mon groupe. Il y en a d'autres, bien sûr, d'autres groupes. Un exemple dans la ville d'Épinal, où l'éclairage public intelligent, précisément celui qui permet de se moduler en fonction de la présence réelle des hommes dans la rue, eh bien, c'est quelque chose qui permet évidemment des économies d'énergie extrêmement importantes avec la baisse de gaz à effet de serre qui va de pair. Autre exemple dans les bâtiments, les travaux qui ont été faits dans les lycées d'Alsace et qui ont permis la baisse de l'émission de CO2 de plus de 65%, ce qui est quand même considérable, à la fois par des travaux sur les bâtiments, mais aussi par des travaux sur les systèmes de régulation intelligents de la consommation d'énergie. Peut-être deux autres exemples pour continuer à être concrets et qui ne sont pas sur le bâtiment, mais un sur les transports, avec un exemple à Dijon, sur le tramway de Dijon, où nous avons construit un système de panneaux photovoltaïques sur des hangars de maintenance et un système de récupération des énergies de freinage, cette énergie étant réinjectée dans le système global électrique. De ce fait, bien sûr, baisse de consommation d'énergie, baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et de façon peut-être plus globale, le dernier exemple, mais qui me tient à cœur, c'est peut-être cette première réalisation en France d'un vrai smart grid à taille réelle dans une ville. En l'occurrence, il s'agit de Toulouse, d'une zone d'activité économique, où nous avons à l'échelle d'une grande zone d'activité économique construit un smart grid, c'est-à-dire qu'il y a sur ce territoire des entreprises qui consomment de l'énergie, il y a des sources décentralisées de production d'énergie. En l'espèce, il s'agit de micro-éoliennes, il s'agit de panneaux photovoltaïques. Il y a des systèmes de stockage qui sont assez révolutionnaires par inertie. Et ce grid, ce réseau, ce smart grid est autonome, est équilibré et peut même, à certaines heures de la journée, être producteur net et donc revendre son énergie sur le réseau national. Voilà un exemple qui fait l'objet d'ailleurs d'études par les étudiants de Toulouse, qui est souvent visité, et je vous invite à venir le voir d'ailleurs si vous le souhaitez. Quelques exemples concrets qui permettent encore une fois de voir que cette ville de demain, en fait, c'est une ville déjà d'aujourd'hui en partie. Dernier point que je voulais évoquer rapidement avec vous, c'était la question de la donnée, puisque ça a été effleuré par certains de mes prédécesseurs. La donnée, elle est clé. Ces systèmes intelligents que je vous ai évoqués, que j'ai donnés en exemple, ils nécessitent pour la gestion des services d'avoir des données, de les posséder, de les traiter. Ils en produisent eux-mêmes. La donnée est clé. Et plutôt qu'une longue explication, je voulais vous faire partager un film, un très court extrait d'un film qui vient d'une entreprise Ecova, qui est une entreprise américaine qui appartient aujourd'hui au groupe Engie et qui est précisément spécialisée dans la gestion de la donnée pour l'optimisation de l'énergie. We are providing a number of services around data and data management and data services. We say that we're a technology-enabled company, but the real solution is a service itself. So we collect data to, in many cases, pay the bills for our clients, but use all that data we get from the utility bills for electricity, natural gas, water, waste, and we help to turn that data into action.
Sa grande force, sa plateforme innovante de gestion de données lui permet de croiser des milliers de data et d'en extraire des enseignements pertinents pour réduire les factures de ses clients à travers un accompagnement quotidien. The issues that the building system specialists are working back here could be a simple request for someone needing their lights on for extended hours, or maybe for extended recovery at a retail space. Or it could be a chiller plant failure, maybe a pump failure, a comfort issue that a store has called in to us, all the way to a refrigeration issue. When we identify those issues, we're able to reduce costs by sending a vendor out on a non-emergency versus an emergency. So if we can identify the issue before it becomes an escalated issue, in turn we're reducing costs for the client. Voilà. Simplement, donc, je pense que l'application était claire. On voit que cette gestion de la donnée avec une bonne dose d'intelligence, y compris artificielle, permet de l'optimisation de la ressource. Ça permet aussi de concevoir et de mettre à disposition des nouveaux usages pour les citoyens et les clients. Donc la donnée, elle est fondamentale, elle est importante, mais on voit qu'elle est néanmoins secondaire, ou plus exactement, elle doit rester au service de l'homme. Et je voulais terminer par cette dimension qui me paraît fondamentale et que nous rappelle avec beaucoup d'élégance Erik Orsena. Les villes de demain, elles sont bien faites pour les hommes. Merci beaucoup.